Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner et dans laquelle je vais vous parler de mannequinat. J'avais envie de parler aujourd'hui de cette profession qui fascine mais qui est souvent incomprise et qui m'a permise, moi à l'époque quand j'étais en 3ème, de découvrir le monde de la mode parce que c'était en 2012 si je dis pas de bêtises, j'avais suivi le concours Elite Model Look qui est le concours de l'agence Elite et c'est la jeune française Marie-Léa Payard qui avait gagné la finale internationale à Shanghai et ça m'avait assez marqué parce que c'était la française qui avait gagné et surtout parce que je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ce monde où toutes les nanas doivent faire 1m85 et peser 55 kg. C'est assez caricatural mais il y a quand même un fond de vérité. La vidéo comme d'habitude je fais un petit plan va s'articuler en 3 parties. Dans la première je vais historiciser la profession et vous montrer en quoi c'est un métier qui a énormément évolué depuis ses débuts. Dans une deuxième partie je vais vous expliquer quels sont les enjeux actuels du métier et enfin dans une troisième partie on va laisser libre cours à ma subjectivité. Je vais vous donner un avis plus personnel sur les mannequins que je suis, sur celles que j'aime, sur celles que j'aime pas, sur les mannequins pistonnés parce qu'on m'a souvent demandé ce que j'en pensais. Voilà. Tout d'abord, il faut savoir que le métier de mannequin c'est un métier qui est quand même assez particulier. Frédéric Monneron l'explique extrêmement bien dans son livre Frivolité essentielle parce que le mannequin a un statut privilégié, c'est-à-dire que le mannequin va être une femme qui incarne son époque mieux que les autres femmes, qui incarne une tendance, un habit, une manière d'être. Le propre de son métier c'est forcément de captiver et de déclencher finalement une nouvelle tendance esthétique, un nouveau critère de beauté. Le mannequin en ce sens peut être un lieu fantasmé dont on ne sait s'il existe vraiment ou pas, une espèce de créature divine, hypnotisante ou de beauté, d'où l'ambiguïté terminologique avec le mannequin, l'objet inanimé. En français c'est assez intéressant de relever cette ambiguïté puisque en anglais ils ont le mot mannequin pour l'objet, le mannequin quoi, et ils ont le mot model pour la personne qui est mannequin, la personne vivante. En français on n'a pas du tout cette différence là et c'est assez intéressant parce que ça nous dit déjà quelque chose de la manière dont on considère ce métier et de la manière dont on le traite en France. La naissance du mannequinat s'est faite à la fin du 19e siècle lors de la naissance de la photographie. Évidemment, ce sont deux milieux qui vont sans cesse s'embrayer et avancer ensemble. On doit la naissance du métier de mannequin notamment à Charles Worth qui est le premier à avoir organisé des salons dans lesquels il présentait ses collections de haute couture. C'est aussi à lui qu'on doit la haute couture. Pour présenter ses collections, il demandait à ses vendeuses de défiler. On appelait alors les mannequins les sosies. Parce qu'à cette époque, il ne s'agissait pas du tout de critères de beauté, il ne s'agissait pas du physique de la personne ou du mannequin, il s'agissait vraiment pour ces véritables porte-manteaux, parce qu'alors elles étaient juste porte-manteaux, elles servaient à rien de plus, de ressembler aux clientes, d'où le mot sosie, c'est-à-dire qu'il fallait que la cliente puisse voir directement sur le modèle comment ça rendrait sur elle. C'était le seul critère qu'il y avait à la fin du 19e siècle pour les mannequins. C'était alors un métier qui était absolument pas considéré mais qu'on considérait au contraire comme étant extrêmement dégradant. On voyait ça comme de la marchandisation du corps et on l'assimilait forcément toujours à la prostitution. C'était un métier qui était réservé aux femmes de la classe populaire, mais comme les métiers de danseuse, les métiers d'actrice, de comédienne, à l'époque de toute façon dès qu'une femme utilisait son corps ou le montrait, c'était une femme perdue. Dès le début du XXe siècle, le métier va changer très très vite et notamment grâce à Gabrielle Chanel qui va elle-même recruter ses propres mannequins et qui va imputer cette idée que le mannequin n'est pas là seulement pour présenter l'habit mais doit l'incarner, c'est-à-dire le faire vivre, le faire bouger et qu'elle doit déjà avoir une certaine allure qui va avec la tenue qu'on présente. Il va y avoir une quête esthétique au travers du mannequin. Chanel va tout de suite chercher de la minceur, chercher des filles très grandes et finalement on va commencer à recruter de plus en plus de mannequins, notamment aussi parce que l'illustration de mode qui prévalait alors dans ce milieu-là va commencer à décliner avec l'émergence de la photo de mode. Il va y avoir une étude qui va être produite par le groupe Condé Nast et qui va démontrer dans les années 30 que les magazines de mode se vendent mieux quand y figurent des photos de mode et non pas des illustrations. Donc ça va être le coup de massue pour l'illustration de mode, on va la dégager au profit de la photo et donc au profit
des mannequins. La première cover Vogue avec de la photo, c'est en juillet 1932. Finalement, les photographes vont devenir des célébrités, on va commencer à connaître leur nom, on va commencer à apprécier leur art et ça va pas être seulement quelque chose de commercial, mais ça va devenir un genre photographique à part entière. On parle notamment de Brassai, qui même s'il n'aimait pas la photo de mode a dû y passer aussi. On parle de Richard Avedon, Irving Penn, qui était la figure centrale de la photo de mode à l'époque. Et en France, ça va aussi être Jean-Louis Siffre notamment, qui a été vraiment le précurseur en termes de photo de mode. Puisque les photographes de mode commencent à devenir connus, ils vont chercher leur muse et ils vont les trouver dans le métier de mannequin, qui n'est plus désormais déshonorant, puisque les photographes de mode ont de plus en plus d'importance et de reconnaissance dans la société. Ils vont faire très attention à qui ils recrutent. C'est comme ça qu'on va avoir une émergence de canons de beauté hyper incisifs, hyper recherchés. Ça va aussi être à cette époque que de grandes agences vont être fondées pour que le métier se professionnalise vraiment. Il y a notamment l'agence Ford qui a été créée par Eileen Ford et son mari en 1946. Ça va vraiment marquer l'officialisation du métier, qui va devenir un métier difficile d'accès avec de plus en plus de critères à remplir. Les critères vont être différents à cette époque en fonction du type de mannequin qu'on recrute. C'est-à-dire qu'il y a le mannequin modèle, c'est-à-dire le mannequin qui va servir pour les photoshoots, la cover girl en quelque sorte, qui elle doit présenter de grandes qualités de photogénie, mais il y a aussi le mannequin cabine, le mannequin qui va défiler pour le créateur, le mannequin sur lequel on va coudre les vêtements. Ça va être des qualités de démarche, d'allure, de prestance, plus que de photogénie. On va pas chercher la perfection des traits, mais on va plus chercher quelque chose qui se dégage dans l'allure. C'est dans les années 60 que le métier de mannequin va recevoir un vrai coup de projecteur avec la première vraie grande icône du mannequinat, j'ai nommé Twiggy. Twiggy va être sur toutes les couvertures des magazines, ça va être la référence de beauté et en fait c'est ainsi qu'on commence à avoir un modèle où les femmes veulent ressembler aux mannequins. Quand elles vont aller se faire couper les cheveux ou se faire maquiller chez l'esthéticienne, elles vont montrer une photo de Twiggy et dire je veux ressembler à ça. Ce qui n'existait pas avant, pas du tout. Le mannequin devient finalement une égérie, une muse, une icône et une personnalité publique. Dans les années 70, il y a ce processus qui s'accentue pour, dans les années 80, arriver à son paroxysme avec les supermodels. Ces mannequins hyper sexy, hyper athlétiques des années 80, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni, Inès de la Fressange pour les françaises. Inès de la Fressange, c'est devenu un véritable produit. C'est-à-dire que dans les années 80, on commence à voir le mannequin comme étant une valeur ajoutée pour une marque. Les marques voient le potentiel des mannequins pour attirer les clientes et faire vendre. Vu leur présence médiatique, Inès de la Fressange était dans tous les magazines, les marques vont investir dans les mannequins qui font rêver les Françaises et c'est là qu'on assiste à un changement de paradigme énorme dans le métier de mannequin, puisque c'est le mannequin qui va pouvoir être capricieux, qui va pouvoir mener la maison du bout du nez, qui vont se voir signer des contrats d'exclusivité avec certaines maisons. Ces supermodels des années 80 vont très vite être remplacés par la nouvelle génération de mannequins engendrée par notre chère Kate Moss, qui est tout le contre-pied de ces supermodels, qui fait même pas 1m70, qui a les dents de traviole et qui est toute maigre. On bascule dans une nouvelle ère esthétique pour le mannequinat et on se rend compte du système que le mannequinat va devoir adopter, un système dans lequel les critères de beauté sont évanescents et se bousculent de saison en saison, et un système dans lequel la concurrence pour les jeunes mannequins va être extrêmement difficile à vivre, puisque en une ou deux saisons elles peuvent totalement être hors tendance, on va plus pouvoir les voir. C'est ainsi finalement que ce métier marche et c'est ce qui fait sa beauté mais aussi sa précarité, ce qui fait que de nombreuses new face ne tiennent que quelques saisons, s'endettent puis doivent se retirer du marché. C'est justement le fait que ces codes esthétiques du milieu, du métier et du monde de la mode de manière générale se bousculent, et généralement d'une décennie à l'autre on va vouloir faire l'inverse, ce qui fait que c'est très dur pour un mannequin de tenir dans la durée et d'avoir finalement une carrière vivable sur le long terme. Passons maintenant aux enjeux actuels du mannequinat. Faisons un état des lieux du mannequinat aujourd'hui, de la profession, comment s'exerce-t-elle, quelles sont les problématiques de ce milieu-là, parce qu'il y en a beaucoup. En
En effet, on l'a vu dans cette première partie de vidéo, le métier a extrêmement vite évolué. Vu qu'il a beaucoup bougé, les légiférations ont peu suivi et ça a été le gros bordel dans les années 2000. Alors bien sûr, il y a eu des lois qui ont été votées. En France, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont voté une loi contre la maigreur excessive des mannequins. Ok, c'est cool, on est contre, mais il n'y a eu aucune mesure qui a été prise pour véritablement mener une campagne d'avertissement, une campagne d'accompagnement des mannequins malades, souffrant d'anorexie, etc. Il n'y a rien eu derrière qui a été fait dans un travail de fond. Pareil, LVMH et Kering ont signé une charte en 2017 pour interdire les tailles en dessous du 32 au sein des maisons qui sont représentées par LVMH et Kering, et aussi pour interdire les mannequins de moins de 16 ans de défiler dans leur Fashion Week. Sauf que la vérité, c'est qu'on trouve toujours des mannequins qui font une taille 32 qui vont être entre l'indice de masse corporelle minimum et juste un petit peu en dessous. Le premier problème, la première controverse quand on parle de mannequinat, c'est bien évidemment le poids. C'est un milieu qui met une pression énorme sur des jeunes filles beaucoup trop jeunes pour perdre du poids, pour obéir à des codes qui sont impossibles, intenables et qui sont surtout très dangereux. Il y a eu plein de scandales, je pense que celui qu'on a tous en tête, c'est celui de la mannequin Isabelle Caro qui a fait une campagne choc en 2017 où elle se montrait nue. Malheureusement, Isabelle Caro est morte de l'anorexie en 2010 et les choses, même si elles commencent à évoluer, bougent trop lentement à mon goût. L'autre gros problème du mannequinat, et qui a été aussi l'objet de nombreuses controverses ces dernières années, c'est bien évidemment les agressions sexuelles, les cas de viol et les cas de blackmail, etc. qui ont lieu dans le milieu. Cameron Russell, qui est une grande mannequin, a lancé un hashtag en 2017, My Job Should Not Include Abuse, sur lequel plein de mannequins ont partagé leurs témoignages d'abus, d'agressions sexuelles, bref des histoires extrêmement sordides qui, au-delà du cas particulier du poids ou des agressions sexuelles, concernent tous les rapports de force mis en jeu dans le métier de mannequin. Donc ce hashtag créé par Cameron Russell a été assez efficace puisqu'il a permis au groupe Condé Nast de virer quand même 3 grands photographes, Mario Testino, Terry Richardson et Bruce Weber. C'est bien, ça a fait avancer les choses, mais le plus gros problème de fond demeure le même, c'est-à-dire on a un manque de considération du métier de mannequin. Le groupe Kering et LVMH ont mis à disposition, là l'an dernier il me semble, une espèce de charte pour les mannequins qui est à dispo dans les défilés, dans lequel il y a le numéro d'un psy, dans lequel il y a des indications sur leur santé, les bonnes conduites à adopter. Ça me semble un peu léger pour des filles qui ont 15-16 ans, qui font le tour du monde sans leurs parents et qui sont souvent sujettes à des dilemmes moraux assez exceptionnels. Il y a une série de vidéos Vogue qui est hyper intéressante, qui est sortie il y a 1 an et demi à ce sujet et qui interviewe plein de mannequins sur leur parcours, sur comment est-ce qu'elles abordent leur métier, parce qu'elles ont totalement conscience du fait que leur métier est un métier particulier. Je vous conseille notamment l'épisode de Gemma Ward, qui est une jeune mannequin qui était l'icône dans les années 2000, qui faisait tous les grands défilés, que moi j'aimais beaucoup et qui continue à exercer, qui a quand même encore une carrière à l'heure d'aujourd'hui mais qui est mère de famille. Elle dit qu'elle a vécu une pression sur son poids énorme et que personne n'en savait rien, et c'était véritablement l'icône dans les années 2000. Elle faisait toutes les covers, elle était la mannequin qui ouvrait le plus de défilés, c'était une mannequin que moi-même je suivais énormément. L'avoir parlé de son expérience avec cette lucidité, c'est vraiment bouleversant. Je peux que vous conseiller de voir cette série de vidéos qui explique finalement l'ambiguïté de ce métier, parce qu'il n'y a pas tout acheté et c'est un métier magnifique. Pour moi, elles font totalement partie du processus artistique mis en jeu par la mode, et ça permet aussi souvent à des jeunes filles de vivre des expériences incroyables. C'est donc un métier qui leur a beaucoup apporté mais qui leur a beaucoup coûté aussi. Bref, regardez cette série de vidéos, je vous la mets dans la description pour que vous puissiez en apprendre plus aussi. De toute manière, il faut que ce soit elles qui en parlent. Ce sont les principales concernées. Pour moi, le principal enjeu aujourd'hui serait de fixer le métier de mannequin comme étant un vrai métier, c'est-à-dire avec un salaire fixe. Il faut savoir aussi que certaines mannequins font des défilés et ne sont pas payées en faisant des défilés mais reçoivent des cadeaux, c'est-à-dire qu'elles reçoivent un sac. Bah c'est cool, le sac il va vachement payer le loyer. Je pense qu'il faudrait avoir une légifération commune à toute l'Union européenne, parce que ce métier inclut forcément le voyage. Il faut faire attention à son argent, il faut faire attention à sa santé, il faut sortir de ce cadre où c'est un métier magnifique donc tout est acceptable. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même si en soi oui c'est un très beau métier. Passons maintenant à la 3e partie de la vidéo où je vais vous dire un petit peu moi ce que je pense de ce métier là, des mannequins que je suis, des mannequins pistonnés. On va un petit peu trash talk. Tout d'abord,
je pense que les mannequins que je préfère, bon il y en a plein, mais je vais quand même vous parler des mannequins qui m'inspirent énormément. Mon trio gagnant, vous le connaissez, j'en ai déjà parlé en vidéo, c'est Lindsay Wixon qui a un physique extrêmement atypique et qui a inspiré une superbe couverture de Vogue Italie en janvier dernier. En fait ils ont édité des couvertures dessinées et donc elle a été la muse pour cette couverture là que je trouve d'ailleurs sublime. Lindsay Wixon est un mannequin intemporel qui pour moi a marqué sa génération. Je parlerai ensuite de Devon Aoki qui est aussi devenue actrice, qui a joué dans Fast and Furious notamment. C'est vraiment des gueules ces nanas et c'est ça que je trouve hyper inspirant. Pour moi il y a des images de Devon Aoki qui me restent en tête et que je ne peux pas oublier parce qu'elles sont tout simplement sublimes. Et pour en citer une plus actuelle, je vais vous parler de Adu Takech, qu'on connaît extrêmement bien, qui est la muse de Pier Paolo Piccioli pour Valentino et qui est une mannequin absolument incroyable, qui a genre 19-20 ans et qui est la mannequin noire qui est sur le plus de couvertures. Faut savoir qu'aujourd'hui le métier est quand même en train de se décloisonner, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de mixité. Alors c'est aussi une tendance sur laquelle les marques surfent de ouf. Faut pas croire à un féminisme intègre et sincère de la part des marques et des multinationales. Si vous croyez ça, vous vous faites complètement berner, c'est juste un marché qui s'est ouvert. Mais bon, quelle que soit leur motivation, la finalité reste la plus importante. Donc le métier est en train de s'ouvrir à des représentations de beauté plus diverses et plus représentatives. C'était pas du tout le cas dans les années 2000. Dans les années 2000, c'est un truc de fou. Regardez les défilés, il y avait que des mannequins très grandes, très maigres, blondes aux yeux bleus. Dans ces mannequins-là, moi, celle que je suivais particulièrement, c'est Sasha Pivovarova, qui est une russe, une artiste qui fait des dessins absolument incroyables. Il y a des photos très belles d'elle en backstage qui dessine sur ses grands cartons et sur ses formats raisins. C'est une mannequin que j'aimais beaucoup, qui fait seulement 1m70, la petite de la bande et qui a fait tous les grands défilés, tous les grands photoshoots. J'aimais beaucoup aussi Natalia Vodianova, russe aussi, toujours mannequin à l'heure d'aujourd'hui, qui a fait un shoot avec Paolo Roversi absolument incroyable, qui est un des premiers photoshoots que j'ai vu de mode et qui m'a fait tomber amoureuse de la photo de mode totalement. Il y avait aussi Freya Bea qui est une danoise très grande, très androgyne, qui a des jolis tatouages, qui était la muse de Karl Lagerfeld. Elle a joué d'ailleurs dans un court-métrage Chanel fait et réalisé par Karl Lagerfeld dans lequel elle incarne une espèce de muse qui est absolument sublime. En ce moment, celle que je suis de plus près, il y a notamment Xiao Wen qui est une des 14 mannequins asiatiques à avoir eu une couverture de Vogue, quel que soit le pays, en 2019. Dans tous les Vogue confondus sur cette planète, il y en a quand même un paquet. Il y a eu que 14 cover girls qui étaient d'origine asiatique, dont Xiao Wen qui a 30 ans. On voit quand même que malgré cette espèce de fausse vibe de diversité, les grandes références et les grandes pointures du milieu, donc par exemple ici Vogue, continuent quand même à stigmatiser certaines ethnies et notamment les mannequins asiatiques. Mika Schneider, c'est une toute nouvelle, ça fait que quelques saisons que je la suis, elle est trop mignonne, je pense qu'elle va s'épaire, donc je vous conseille de la suivre aussi. Une autre Mika Arganaraz qui elle est argentine, ça fait quelques années déjà qu'elle cartonne, elle est la muse de Saint Laurent, elle a un physique hyper androgyne du même type de Freya Bea la danoise, franchement je la trouve magnifique, j'adore son type de beauté, je trouve qu'elle ressemble à une actrice carrément, elle a une gueule quoi. Lara Stone, une icône, il faut la suivre aussi, c'est la seule de celles dont je vais vous citer qui a vraiment des formes et qui n'est pas maigre, ça fait aussi plaisir, elle a des dents du bonheur juste magnifiques. Et elle est un petit peu plus âgée aussi. Passons maintenant à mon avis sur les mannequins pistonnés. C'est une question qui est pas mal revenue sur Insta. Vous me demandez souvent ce que je pense des mannequins issus du népotisme, c'est-à-dire qui doivent leur place à leur famille, à leur mère. On parle de Kaia Gerber évidemment, on parle de Kendall Jenner, on parle des Hadid notamment. Qu'est-ce que j'en pense ? Bah c'est pas des mannequins que je suis en fait, c'est pas du tout des mannequins que je suis parce que leur carrière ne m'intéresse pas vraiment. Les éditoriales qu'elles font ne sont pas intéressants, elles font tout le temps la même tête, tout le temps les mêmes poses, elles ne marchent même pas très bien, elles complètent pas leur métier de la manière en tout cas dont ça m'inspire moi. Après Kaia Gerber ou Gerber, je sais même pas comment ça se prononce, je la trouve cute, mais je pense que si c'était une fille lambda qui n'avait pas ce nom là, elle aurait jamais cartonné autant parce qu'elle ressemble elle pour le coup totalement à la New Face. Elle a un physique qui va pour toutes les marques. Ce qui me dérange c'est pas tant le fait d'accéder à l'influence qu'elles ont et au job qu'elles réussissent à avoir parce qu'elles viennent d'une certaine famille ou d'un certain milieu, ça bon encore, dans tous les domaines ça existe. Ce qui me dérange plus, dans le cas en tout cas de Jenner Hadid, mais j'en parle souvent j'ai l'impression, c'est cette hypocrisie quant à leur physique et notamment au recours à la chirurgie esthétique parce qu'on sait très bien que Bella Hadid
et que Kendall Jenner sont complètement refaites. Kendall Jenner, les gens pensent que c'est la plus naturelle des Kardashians, elle est complètement refaite aussi. Leur hypocrisie quant à ce sujet-là, ça m'embête beaucoup. Moi je pense que c'est très dangereux de faire croire cette espèce de type de beauté, mais qui en plus a un type de beauté hyper aseptisé qu'on retrouve sur toutes les pages Insta d'influenceuses. C'est le même type de beauté partout, c'est pas très intéressant. Moi je préfère largement les beautés atypiques, ça m'inspire beaucoup plus. Donc finalement ces mannequins là sont un peu sans saveur, je trouve. Pour conclure cette vidéo, j'avais envie d'ouvrir un petit débat. Vous pouvez participer dans l'espace commentaire, ça m'intéresserait vraiment de lire votre avis là-dessus. En fait, je me dis que le métier de mannequin aujourd'hui a beaucoup évolué et surtout fait beaucoup rêver. Et je me demande pourquoi. Je me dis quand même que c'est pas normal que le métier qui fasse le plus rêver et qui soit le plus médiatisé aujourd'hui, en tout cas en termes de métier féminin, ça soit un métier où la beauté est centrale, où on doit tout à sa beauté. Pour moi, ça témoigne d'une obsession de la beauté qui est assez inquiétante. J'ai l'impression que dans notre société, on n'a plus le droit d'être moche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a une proximité avec les canons de beauté maintenant grâce aux réseaux sociaux qui nous donnent toujours cette injonction à être belle, à correspondre à ce type de beauté et à vouloir être belle. On n'a même plus le droit de se lever, de se dire qu'on a une sale gueule, mais c'est pas grave. L'objectif d'une vie, c'est pas non plus d'être toujours beau, d'avoir des photos super stylées. Et pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en sacralisant ce métier de mannequin, on tente de plus en plus à cette idéologie-là, qui est une idéologie assez dangereuse et destructrice selon moi. Et ces nouvelles supermodèles, c'est-à-dire les Jenner, les Hadid, machin, truc bidule, elles véhiculent cette idée-là. C'est quand même de base des millionnaires. Toi, t'es millionnaire, tu choisis de faire quoi? Elle choisit d'être mannequin. Ça véhicule l'idée que le goal d'une vie, même quand on est millionnaire et qu'on pourrait à peu près avoir accès à tout, c'est d'avoir des belles photos de soi, c'est d'être mannequin, c'est d'être la muse, d'être l'égérie, la personne qu'on contemple et qu'on admire. Je trouve ça hyper bizarre et je pense que c'est très révélateur de notre société. En plus, vu toutes les chirurgies qu'elles font, ça véhicule vraiment l'idée que la beauté est un idéal à atteindre, que c'est une finalité de vie, surtout pour les femmes. L'importance du mannequinat dans la fabrique de l'identité des jeunes filles aujourd'hui, du fait qu'on fait miroiter que le mannequinat c'est un peu le big métier, en dit long sur notre rapport au corps, sur notre rapport à la beauté, sur notre rapport au laisser aller aussi. On est toujours dans le contrôle de notre physique, de notre apparence, on a toujours besoin de se rassurer. Je trouve aussi que le fait que le métier de mannequin fasse tellement vendre, qu'il soit autant envié et demandé, ça en dit long aussi sur les ambitions qu'on laisse avoir aux filles. On laisse croire aux filles que l'ultime rêve pour elles pourrait être d'être mannequin. C'est-à-dire de réussir de par leur physique, c'est-à-dire de réussir de par quelque chose qu'elles ont eu à la naissance, pour lequel elles n'auront jamais travaillé. J'aimerais pas qu'on me comprenne mal et qu'on dise que je jette la pierre sur le métier de mannequin. J'espère que vous avez compris au travers de cette vidéo que je trouve que c'est un super métier, qui est un métier très beau. Je pense simplement que faire cette état des choses doit aussi nous questionner sur notre manière de nous rapporter à notre corps, à notre physique, à la beauté et aussi à l'ambition qu'on laisse aux jeunes filles de manière plus générale en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire votre ressenti sur la question. J'espère que la vidéo vous aura plu. On peut se rejoindre sur mon blog, sur mon compte Instagram comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Gros bisous.